Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Retour sur une soirée mémorable, le sacre continental du Wydad Casablancais face aux Égyptiens d'Al Ahli. Le club casablancais est champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Partout, une ambiance de fête, d'émotion et de fierté. Commémoration demain 6 novembre des 42 ans de la glorieuse Marche verte. Dans ce journal, évocation d'une page lumineuse de notre histoire, œuvre du génie de feu Sa Majesté Hassan II et de la mobilisation d'un peuple fidèle. La nature verdoyante de Bni Mellal inspire ses enfants. 3 artistes peintres de la région croisent le pinceau pour recréer des espaces de vie d'une grande beauté au gré des 4 saisons. L'exposition prend place à la Galerie Nadera à Rabat. Mais d'abord, ce communiqué du ministère du protocole de la Maison Royale et de la Chancellerie qui annonce qu'à l'occasion des 42 ans de la glorieuse Marche verte, Sa Majesté le Roi Mohamed VI adressera un discours à son peuple. Le discours royal sera diffusé demain sur les ondes de la radio et à la télévision à 20h30. Nous venons de vivre une journée mémorable dans l'histoire du football national après le sacre historique hier du Wydad en finale de la Ligue des champions d'Afrique aux dépens des Égyptiens d'Al Ahli. Un match soldé par 1-0 au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Juste après ce match victorieux, Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est entretenu avec l'entraîneur du club Hossein Amouta et le capitaine de l'équipe Brahim Nqash. Lors de cet entretien téléphonique, le souverain a chargé l'entraîneur et le capitaine de l'équipe de transmettre ses félicitations pour ce trophée à l'ensemble des joueurs, du staff et des supporters pour cette importante réalisation, motif de fierté pour l'ensemble du public sportif et tout le peuple marocain. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de félicitations aux membres du club casablancais après cette belle performance. Dans ce message, le souverain exprime ses félicitations et ses vœux pour davantage de réalisations. Sa Majesté le Roi salue l'ensemble des composantes du club du Wydad, joueurs, entraîneurs, dirigeants et cadres administratifs et médicaux pour leur précieuse contribution à l'obtention de ce titre continental et pour lequel les joueurs ont fait montre d'un sens élevé de compétition et de fair play. Place maintenant au rappel hebdomadaire des activités royales ayant marqué la semaine que nous quittons, et c'est avec Souad Anachet. À la mosquée Hassan à Rabat, Amir Mouminin accomplit la prière du vendredi. Le souverain était salué par M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et son conseiller stratégique principal, M. Mahamat Hassan Labbat. Dans son prêche, l'imam a souligné que le 6 novembre est une journée mémorable dans l'histoire du Maroc. Cette date célèbre chaque année l'une des illustres épopées nationales, celle du départ de la Marche verte, avec comme finalité la libération de la terre et la réalisation de la communion avec les fidèles habitants des provinces du Sud. Fin de citation. Et au palais royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, indique un communiqué du cabinet royal. À l'occasion de cet entretien, le président de la Commission de l'Union africaine a relevé l'apport important du Royaume du Maroc depuis son retour en janvier dernier au sein de sa famille institutionnelle panafricaine à l'agenda de paix, de stabilité et de développement du continent. M. Faki a salué l'action de Sa Majesté le Roi en faveur d'une coopération sud-sud interafricaine et l'engagement du souverain en tant que leader sur la question de la migration au sein de l'Union africaine. L'entretien a également porté sur les défis multiples auxquels fait face le continent africain, ainsi que les opportunités à saisir en vue d'installer l'Afrique irréversiblement sur la voie de l'émergence économique, du développement social et de la stabilité politique. Il est à rappeler que lors du sommet africain de l'action tenu en novembre 2016 à Marrakech, en marge de la COP22, 3 commissions ont été mises en place sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi et concernent la région du Sahel, la région du bassin du Congo et les États insulaires. Les prochaines échéances continentales ont par ailleurs été à l'ordre du jour de cet entretien.
On revient à présent sur le sacre du Wydad Casablancais hier face aux Égyptiens d'Al Ahly. Partout, c'est l'explosion de joie. Le Wydad est sacré champion d'Afrique. Le club casablancais décroche pour la deuxième fois de son histoire le titre continental et se hisse à nouveau sur le toit de l'Afrique et du ballon rond. Pour cette finale, retour de la Ligue des Champions. La tactique a visiblement bien marché. Zakaria Mouqinbillah. C'est la consécration pour les joueurs du Wydad de Casablanca. Au terme de la finale retour, les Rouges et Blancs ont pu triompher de leurs concurrents égyptiens, grâce à leur discipline tactique et à leur force mentale. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Walid El-Karti à la 69e minute du jeu, sur une passe de Ashraf Ben Sharqi. Tout le staff, tous les joueurs, tout le monde avait à cœur de gagner la coupe. Après, bien sûr, on a beaucoup travaillé, on est parti chercher des résultats en Algérie, en Afrique du Sud. Et là, aujourd'hui, ici, chez nous à domicile. C'était très important de gagner aujourd'hui, chez nous à domicile. Je suis très content. Ce soir, on prend la coupe. Ce soir, c'est très bon. Félicitations à tous les groupes. Et je remercie tous les peuples Wydadi qui nous ont poussés jusqu'au bout. Vraiment, c'est un public formidable. Une véritable marée rouge a envahi le stade. Cette victoire est due en grande partie au travail de l'entraîneur Hossein Ammouta. Le jeune technicien de 48 ans a offert au Wydad son deuxième sacre continental. Il devient le premier entraîneur national à remporter la Ligue des champions d'Afrique. Tous les joueurs étaient concentrés. Ils ont fait preuve de combativité. Je pense que nous méritons le titre de champion. Je remercie les dirigeants du club, dont M. Saïd Nasseri qui a fait beaucoup pour l'équipe. Je remercie également le staff technique, les joueurs et le public qui nous a soutenus. Ce sacre permet aux Rouges et Blancs de se qualifier à la Coupe du Monde des clubs, prévue aux Émirats Arabes Unis. Aussitôt après la fin de la rencontre, des citoyens sont sortis dans les différentes villes pour fêter la victoire. À Casablanca, des supporters sont descendus dans les rues exprimer leur joie, en scandant des chants à la gloire du Wydad. Je suis venu de France pour soutenir le Wydad. Les joueurs ont mérité la victoire. Nous sommes fiers d'eux. Bravo au Wydad. Nous espérons aussi le succès à l'équipe nationale. Une rencontre passionnante. Le Wydad a su remporter la victoire. Nous sommes très heureux. Le peuple marocain célèbre demain 6 novembre une page lumineuse de son histoire, les 42 ans de la Marche verte. Une épopée qui a permis au royaume de parachever son intégrité territoriale grâce au génie d'un roi et la mobilisation d'un peuple. Une belle leçon de patriotisme sincère et d'engagement sans faille. Une source d'inspiration aussi riche en enseignements pour les générations montantes. Retour sur cette journée mémorable du 5 novembre 1975 avec Souad Anached. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière, demain tu entameras ta marche, demain tu fouleras une terre qui est tienne. Muni de la seule foi en la justesse de sa cause et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national, une marée humaine de 350 000 volontaires civils en provenance de toutes les régions du royaume répond de manière spontanée à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II et converge vers Tarfaya dans une véritable illustration de la parfaite symbiose entre un roi et un peuple. Cette grande marche populaire et patriotique a permis de hisser le 28 février 1976 le drapeau national dans le ciel de l'Aïoun, ouvrant la voie à la libération des provinces du Sud.
Une épopée à forte charge historique et une illustration de la détermination du trône et du peuple à recouvrer une partie intégrante du royaume, le Sahara marocain. De Marrakech à Bonn, c'est le passage de flambeau de la COP22 à la COP23 qui s'ouvre demain pour 2 semaines dans la ville allemande. La COP23 doit convertir les paroles en actes 2 ans après l'accord de Paris. Mais après le retrait des États-Unis, ce rendez-vous s'annonce aussi difficile que crucial. L'événement enregistre aussi une première. Il est présidé pour la première fois par une nation très en proie au changement climatique, les îles Fidji. Mounia Marouche. La COP22 est une étape décisive dans la concrétisation de l'accord de Paris sur le climat. Les projecteurs seront demain braqués sur Bonn qui abritera la COP23 sous la présidence des îles Fidji. Elle est censée convertir les paroles aux actes et réduire les effets néfastes du changement climatique. Durant cette messe climatique, 196 pays se réuniront pendant des jours pour négocier les moyens de lutter contre le changement climatique qui s'accélère à un rythme effréné. L'une des tâches de cette COP23 est de sensibiliser davantage les populations au changement climatique et au développement durable à tous les niveaux de la société. Dans cette optique, les organisateurs de la COP23 devront passer de la parole aux actes. 2 ans après l'accord de Paris, par lequel 195 États se sont engagés à rester sous les 2 degrés de hausse de la température par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle et, si possible, sous les 1,5 degrés. Les gouvernements et les acteurs non étatiques doivent faire preuve d'ambition à la hausse afin de garantir que les objectifs de l'accord de Paris puissent encore être atteints, surtout après le retrait des États-Unis. Si la COP22 était aussi africaine, en mettant en avant les initiatives lancées à l'échelle continentale et dont le point d'orgue a été l'organisation du premier sommet africain de l'action, la COP23 mettra le curseur sur les conséquences du réchauffement climatique sur les petits États insulaires. Le président destitué de la Catalogne, Carles Puigdemont, se livre à la police belge. Il s'est rendu ce matin avec 4 de ses anciens ministres à la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Tous ont été privés de liberté. Ils seront auditionnés par un juge d'instruction belge qui a 24 heures jusqu'à demain pour décider de les placer en détention ou de les libérer sous condition ou caution. Le président américain Donald Trump entame une tournée de plus de 10 jours en Asie qui le conduit d'abord au Japon. Une visite naturellement dominée par les préoccupations sur la Corée du Nord. Au premier jour de sa tournée asiatique, Donald Trump a pris soin, dès son arrivée, de rassurer Tokyo sur l'engagement de Washington envers la sécurité de ce pays survolé à 2 reprises par des missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé de couler. Une secousse tellurique d'une magnitude de 4 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin dans la province d'Al Hoceima. Selon l'Institut national de géophysique, la secousse dont l'épicentre est situé dans la commune Bnijmil à la province s'est produite vers 6h35 exactement. Le social business se ferait un chemin à Barchid à travers un projet agricole baptisé la pomme de terre solidaire. Une initiative lancée sous la houlette du professeur bangladais Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, fondateur du microcrédit et grand défenseur de l'économie solidaire. Sur une parcelle de 25 hectares, 15 familles parmi les plus démunies de la région s'activeront dans la culture de pommes de terre. Mounia Marouche. Une nouvelle opportunité s'offre à 25 familles du Douar Mbarkine à Barchid. Désormais, ils s'activeront dans la culture de la pomme de terre grâce au projet Molat L'Khir, un projet agricole solidaire qui vise à accompagner les familles en situation précaire et à financer l'éducation des enfants de la communauté. Nous allons bénéficier de ce projet qui va nous aider à financer la scolarité de nos enfants. En tant qu'agriculteurs, nous travaillons la culture de la pomme de terre qui sera vendue par la suite aux différentes entreprises agroalimentaires. Les femmes démunies de ce village auront un travail stable grâce à cette coopération. Il va contribuer à renforcer leur autonomisation.
Concilier profit et responsabilité sociale est l'objectif de ce projet d'économie solidaire, fruit d'un partenariat entre une entreprise canadienne et 3 acteurs marocains d'agroalimentaire. Notre projet a émergé de cette terre. La culture de la pomme de terre, c'est un projet social animé par la volonté d'aider certaines familles nécessiteuses à financer la scolarisation de leurs enfants. C'est un effort qui paraît petit, mais tous les grands projets ont démarré petits. Nous souhaitons réussir et évoluer ce partenariat d'innovation sociale qui fait partie de l'économie durable. Le projet Moulat El Khir a nécessité un budget de 3 millions de dirhams seulement, une initiative du prix Nobel de la paix et du grand défenseur de l'économie sociale, Mohamed Younes. L'éloignement géographique de l'école se présente bien souvent comme un facteur de décrochage scolaire. C'est la raison pour laquelle des espaces comme les maisons de l'étudiant s'avèrent la solution salvatrice. Un espace hospitalier qui profite surtout aux jeunes filles du milieu rural et des zones enclavées, comme celui que nous allons voir dans ce reportage à Sidi Al-Bahraoui, Zakari Mouqin Billah. Dans cette salle de lecture, l'ambiance est studieuse. Les pensionnaires de la maison de l'étudiante peuvent réviser leurs leçons et se consacrer à leur scolarité. Elles en profitent pour travailler en groupe. Avant, nous avions des difficultés pour nous rendre à l'école, surtout par temps de grand froid. Depuis que j'ai intégré la maison de l'étudiante, les choses se sont améliorées. Je devais parcourir de longues distances pour aller à l'école. Actuellement, j'étudie dans de bonnes conditions. Après l'école, les élèves retrouvent leur lieu de résidence. La maison de l'étudiante leur offre hébergement et restauration. Un cadre convenable pour poursuivre la scolarité. Ici, nous pouvons réviser et s'entraider. Les encadrantes nous donnent un coup de main. Je suis chargé de veiller sur les élèves. Je les assiste dans leurs études pour leur offrir ce dont elles ont besoin. Cette structure a été réalisée grâce à l'Initiative nationale pour le développement humain, dans le cadre d'un programme de lutte contre le décrochage scolaire, en milieu rural particulièrement. Les filles avaient beaucoup de difficultés à poursuivre leurs études. La maison de l'étudiante a contribué fortement à lutter contre la déperdition scolaire. La maison de l'étudiante accueille 57 élèves cette année. La province de Khmisset compte 27 structures similaires. Des structures dont l'impact sur la réduction du taux de l'abandon scolaire est indéniable. Page culture, avant de nous quitter, et ce sera cette exposition qui réunit 3 artistes originaires de Beni Mellal, 3 styles différents avec tout de même un dénominateur commun, la passion de la nature. Une nature glorifiée et admirée dans l'une des régions les plus verdoyantes du royaume. Dominique Orlando est parti là où ils exposent à la Galerie Nadera à Rabat. Pour tous ceux qui auraient perdu de vue ce que sont les vrais reflets de la nature durant la saison automnale, il faut impérativement aller à la rencontre de ce trio d'artistes à la tête duquel M. Hassan Boumsik, qui excelle lorsqu'il s'agit de donner du relief à toutes les formes de naturalisme. Sa palette de couleurs est un hymne réel à la beauté du monde qu'il a vu naître, littéralement dans un écrin de verdure qui est caractéristique de cette région du Haut-Atlas. Beni Mellal est connu pour sa nature abondante et verdoyante et c'est normal qu'elle puisse autant m'influencer. Mais beaucoup d'autres thématiques m'intéressent. Il suffit parfois d'un simple détail, par exemple une ruelle, un quartier ancien, un détail artisanal. Quoi qu'il en soit, c'est toujours au couteau que je travaille. À ses côtés, 2 autres plasticiens qui explorent essentiellement le monde des signes et toute la symbolique qui s'y rattache. Il peut s'agir d'écritures calligraphiées, de motifs inspirés des tapis berbères ou de tout autre dessin ornemental dont il semble que tous les 3 veulent surtout conserver la trace. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. À 20h30, d'autres titres de l'actualité avec Mohamed Reda Al-Abidi. Au plaisir de vous retrouver demain.